Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui ne peut que commencer par cette joie que nous vivons tous comme République démocratique du Congo après la belle qualification des Léopards dans la nuit du mardi au mercredi 1er avril 2026. Cette qualification qui vient couronner des efforts entrepris par toute l'équipe nationale sous la direction du coach des Sabres, Sébastien. Nous tous, on a vécu avec vous des grands moments d'émotion depuis la phase qualificative et qui a été couronnée. C'était logique au regard de la prestation de notre 11 national sur cette victoire contre les Reggae Boys de la Jamaïque et qui a consacré notre qualification 52 ans après pour la Coupe du Monde de football. Cet événement est une preuve justement de ce que nous pouvons produire ensemble. C'est une preuve de notre résilience et c'est une preuve de notre unité. Les Léopards seront de retour à Kinshasa samedi dans l'avant-midi. Je crois que pour tous les Quinois, il faudrait que tous nous nous mobilisons parce qu'à travers la célébration des nos Léopards, nous célébrons notre drapeau. D'ailleurs, on va conseiller aux uns aux autres de se munir de leur drapeau parce que c'est une fierté pour nous, comme République démocratique du Congo, de marquer ces pas historiques, évidemment, une qualification que nous dédions à nos populations qui sont sous occupation parce qu'eux aussi ont à leur tour célébré ces moments historiques. Voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de ces sujets qui nous occupent encore et qui nous occupera pour les jours à venir parce que cette fois-ci, nous voulons battre les records de 72. On ne va pas seulement être qualifiés, mais nous voulons marquer au moins un but et nous voulons nous qualifier pour les phases suivantes et pourquoi pas rêver d'atteindre un plus haut niveau dans cette compétition internationale. Ce n'est pas cela l'objet de notre briefing de ce soir, mais nous devions rendre un hommage mérité à nos 11 nationales. Ce soir, nous allons revenir sur la situation dans le Sud Kivu. On en parle de manière régulière, on parle d'Ouvira, on parle beaucoup des Minembwe, de tout ce qui se passe, toutes ces attaques que subissent nos populations, spécifiquement celle de la communauté Banyamulenge qui est ciblée par les fils et les pères à travers leurs complices Twirwaneho, avec des attaques sur des vaches, des intimidations en tout genre pour trouver des moyens pour faire déplacer ces populations, les déporter, en tout cas pour que cette population innocente puisse servir leur cause criminelle. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points tout à l'heure avec les gouverneurs Jean-Jacques Pourissi qui dirige la province du Sud Kivu. Dans le Sud Kivu, il y a aussi la question de Ouvira. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais le gouverneur nous dira ce qu'il en est aujourd'hui, les efforts pour le retour de la restauration de l'État, la préparation de retour de populations déplacées, mais nous aurons aussi évidemment l'occasion de revenir sur les conséquences de l'occupation de cette ville avec des fosses communes qui ont été découvertes, des abus en tout genre qui ont été répertoriés notamment par Human Rights Watch qui a sorti un rapport précis là-dessus. Donc, c'est sur toutes ces questions que nous allons revenir au cours de cet exercice de redevabilité. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Oui, bonsoir. Évidemment, avant que nous ne puissions rentrer dans les sujets de notre briefing de ce soir, nous voulons savoir comment les populations du Sud Kivu ont vécu la qualification des Léopards pour la prochaine édition de la Coupe du Monde de football. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je voulais ici dire que la population, d'abord avant d'en arriver là, je voulais présenter mes hommages le plus profonds aux populations du Sud Kivu et toutes les zones occupées par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda, qui sont encore massacrées, violées, enlevées, torturées. Et donc les graves violations des droits de l'homme que vous veniez d'évoquer ici tout à l'heure sont l'objet de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda. Et là, voilà, la population, elle est résistante, elle est résiliente, malgré les défis, malgré les intimidations, les tortures, malgré le pillage systématique de leurs biens. Eh bien, la population a fait la fête, elle reste résistante, elle reste résiliente.
Et là, espoir que de la même manière que le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de réussir cet exploit, de nous envoyer encore une fois la Coupe du Monde 52 ans après, de la même manière, la victoire est devant nous. Le président de la République nous a dit, il y a encore peu de temps, que la ville d'Ouvira sera récupérée d'ici une trentaine de jours. Et 30 jours après, nous étions de retour à Ouvira. Nous avons fêté grandement le retour de l'administration de nos FRDC à Ouvira. Et aujourd'hui, la fête d'hier, la célébration a eu lieu partout en République démocratique du Congo, mais dans tous les territoires du Sud Kivu également. Eh bien, cela montre tout simplement que la population continue à espérer, continue à croire aux engagements, à la détermination, à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui du fait qu'on a gagné, on a été envoyé à la Coupe du Monde 52 ans après. De la même manière, nous allons rentrer bientôt à Sange, à Kamanyola, à Bukavu. Nous allons récupérer bientôt tous les territoires qui sont sous occupation ennemie. Et donc l'espoir est permis, de la même manière que nous avons dansé partout hier, de la même manière, bientôt, d'ici peu de temps, nous allons danser dans ces zones occupées que nous allons bientôt récupérer. Voilà ce que je peux dire, Monsieur le ministre. Voilà, Monsieur le gouverneur, avec vous, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Nous suivons quotidiennement les événements à Minembwe. Et d'ailleurs, hier, je pense qu'il y a une attaque du père et des fils, donc du Rwanda et du M23, qui a touché nos militaires. Et certains ont donc perdu la vie. Qu'est-ce qui se passe à Minembwe? À Minembwe, il y a tout simplement une tactique bien structurée, bien organisée par le Rwanda. Le Rwanda est en train de perdre la guerre. D'abord, il faut rappeler que depuis plus de 2 mois, depuis la restructuration, les moyens qui ont été renforcés par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au profit de nos FRDC, au profit de nos volontaires pour la défense de la patrie, eh bien, nous sommes en train de gagner partout. Et je tiens ici à féliciter encore une fois les FRDC, les VDP, mais aussi les patriotes burundais qui sont en train de nous aider contre l'ennemi. Et donc, les nouvelles unités qui ont été déployées sur le terrain, notamment ces unités, vous avez sûrement entendu parler des unités Ibu, ils font un travail extraordinaire. En 18 confrontations avec l'ennemi, on a gagné partout. Et particulièrement, qu'elle soit à Point Zéro, à Mikenke, à Minembwe, à Bijombo, on a gagné partout. Ce que je peux dire ici, le Rwanda a compris qu'il est en train de perdre la guerre dans les hauts plateaux, mais aussi dans la plaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de mener la même tactique qu'ils ont menée avant de quitter Ouvira. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de quitter Ouvira? Ils sont partis tout simplement dans les zones peuplées par les communautés Banyamulenge, et notamment pour ceux qui connaissent Ouvira. Ce sont les quartiers de Kimanga, ce sont les quartiers de Kavimvira, Kalundu et beaucoup d'autres quartiers. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé cette population à les suivre. Et donc, il s'agit d'une tactique de déportation forcée des populations. Les communautés Banyamulenge qui étaient affectées par cette mesure forcée de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda nous ont appelés toute la nuit pour dire, écoute, c'est le doigt à la gâchette que l'AFC M23 est en train de nous faire, de nous contraindre, de les suivre dans les zones qu'ils occupent, notamment Kamanyola et Bukavu. Et je crois que c'est la même tactique qui est en train d'être utilisée à Minembwe. La première tactique est d'abord d'intimider la population, nos communautés Banyamulenge. Ces communautés ont refusé de les suivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé par torturer, violer, enlever et tuer. Ils ont utilisé des drones contre nos populations, contre nos militaires. Mais aussi et surtout, ils ont commencé à massacrer les vaches. Et donc, une grande partie, plus de 90% des vaches de nos communautés, particulièrement des communautés Banyamulenge, dans les zones de Bijombo, de Mikenke et de Minembwe, ont été massacrées, fusillées. Et à cet effet, le but, c'est de terroriser le plus possible, le mieux possible la population, afin que celle-ci accepte de les suivre, afin que cette déportation puisse réussir. Donc voilà un peu la tactique ennemie. Mais encore une fois, une grande partie de cette population Banyamulenge a refusé de les suivre en disant « Nous sommes Congolais, nous allons à l'école, nous allons au marché, nous allons au champ, nous vivons ici, nos grands-parents sont nés, ils ont grandi ici.
pourquoi on doit vous suivre? Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique d'occupation sont victimes de graves violations des droits de l'homme, et c'est exactement cette tactique de déportation forcée vers les zones occupées qui est en train d'être utilisée. Et donc là, le Rwanda opère avec deux d'autres de ses fils, les Twirwaneho et les Red Tabara. Les FNL, donc les opposants burundais appuyés par le Rwanda, notamment le Front National de Libération, les FNL. Il y a les Twirwaneho, effectivement. Il y a le Red Tabara aussi. Et donc, ce sont les groupuscules politico-militaires, armés, appuyés par le Rwanda depuis longtemps. Et donc, c'est avec ces groupes qui sont en train de connecter pour essayer de massacrer, de contraindre la population civile, notamment les communautés Banyamulenge, à quitter Minembwe et à les suivre afin qu'on puisse mettre toutes ces exactions sur le dos de la population. Et c'est exactement ça la tactique, c'est-à-dire que ce qu'ils ont utilisé, ils sont restés 1 mois à Uvira, 1 mois, et pendant 1 mois, je crois que ceux qui ont eu le temps ont pu lire le rapport de l'organisation internationale Human Rights Watch, qui a montré clairement des dizaines de fausses communes. Nous, on avait pris le temps, le 20 février, 2 jours après avoir rentré à Uvira, nous avons découvert d'abord 3 fausses communes. Une fausse commune à Kavimvira, une autre fausse commune à Kilomoni et une autre fausse commune à Kimanga. Les 3 fausses communes contenaient 210 corps. Mais fausses communes. Tout à l'heure, vous avez dit 31 fausses communes. Oui, effectivement. Maintenant, après... Et sur le 3, 210 corps. Oui, sur les 3, 210 corps. Et donc, vous pouvez imaginer maintenant, c'est l'organisation internationale Human Rights Watch qui est passée, parce que nous avons mobilisé les acteurs nationaux et internationaux. Nous remercions d'ailleurs au passage le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné des experts légistes, des inspecteurs de police judiciaire, des officiers de police judiciaire militaires et civils, qui sont en train de mener des investigations. Et dans 3 fausses communes, il y avait plus de 210 corps. Alors vous imaginez, Human Rights Watch vient de détecter plus de 61 fausses communes. C'est-à-dire dans Uvira ville et dans les environs, dans 3 seules communes, on a découvert 31 fausses communes. Sans parler, parce que Uvira est divisé en 2 parties. Donc il y a Uvira ville et il y a Uvira territoire. Et donc dans ces zones, comme là où ils occupent, eh bien, on peut s'imaginer un carnage terrible. Donc, c'est ça la tactique. Et vous allez voir qu'après s'être retirés de Minembwe, des zones qu'ils occupent comme Lemera, comme Sangue, comme Bouguera, Kamanyola, eh bien, on peut s'attendre à une terrible tragédie, à des crimes de masse. Et nous demandons encore une fois à la communauté internationale vraiment d'apporter la même importance aux crimes graves qui sont commis par ces ennemis, de la même manière qu'ils ont apporté la même pertinence et la même importance aux crimes de génocide et aux d'autres crimes de guerre dans la sous-région. En tout cas, au niveau du gouvernement, nous avons déjà dit qu'il y aura évidemment 2 enquêtes à notre niveau, mais aussi dans le cadre de la mission internationale d'enquête mise en place par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. On aura évidemment l'occasion de revenir, mais monsieur le gouverneur, spécifiquement sur cette question d'Uvira, au-delà justement de cas déplorés par leur occupation, il y avait des inquiétudes sur la population Banyamulenge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à toute la nation congolaise qui vous suit ce soir que c'est une question qui était imaginée par les agresseurs, mais qui n'est pas réel aujourd'hui à Uvira? Oui, c'était un montage ennemi. Nous connaissons maintenant, nous qui avons vécu, travaillé dans la région des Grands Lacs pendant plus de 30 ans. Nous sommes nés, nous sommes grandis. Nous savons la tactique ennemie, la tactique du Rwanda. C'est toujours cette politique de victimisation, de se montrer toujours victime et d'ignorer les crimes graves, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont commis du côté congolais. Donc depuis 1994 jusqu'à ce jour, ça a été toujours la tactique. Mais la réalité est que la population Banyamulenge, dans tous les quartiers, ils vivent très bien. Ceux qui connaissent le quartier d'Uvira, donc il y a le quartier Kimanga, le quartier Route Mwami, le quartier Songo, le quartier Kavimvira, Kilomoni, partout. Ils vont à l'école, ils mangent avec tout le monde, ils vont au champ,
ils vont au marché, ils vont dans des hôpitaux. Et nous-mêmes, dans notre propre gouvernement provincial, nous en avons. On a toutes les communautés, notamment les communautés Babembe, Bavira, Bafuliru, Banyamulenge. Et donc, je dois ici dire, pour préciser aussi que par rapport à la guerre que nous sommes en train de mener contre l'ennemi, l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, il y a lieu de signaler ici le fait que nous qui avons l'opportunité d'aller sur les lignes de front pour aller regarder comment ça se passe, comment nos forces de défense et de sécurité vivent et travaillent, eh bien, force est de constater que dans nos forces de défense et de sécurité, il y a toutes les communautés que vous trouvez au sud Kivu. Parmi ces communautés, qu'elles soient parmi les FRDC, qu'elles soient parmi les volontaires pour la défense de la patrie, eh bien, vous y trouvez des Bashi, des Babembe, les Bavira, les Bafuliru, les Bahunde, les Babwari, les Banyamulenge. Il y a toutes les communautés qui se retrouvent en train de se battre contre l'ennemi. Mais je dois dire ici aussi que parmi nos forces de défense et de sécurité, on y trouve aussi toutes les provinces. Les 26 provinces sont représentées. Et là, encore une fois, tout le crédit va au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prêché la cohésion intercommunautaire, qui nous a toujours encouragés à travailler la main dans la main. Donc, les communautés Banyamulenge vivent très bien et travaillent dans de très bonnes conditions avec tout le monde et font face au même type de problèmes que les autres communautés. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu, c'est la politique ennemie, c'est le montage de la LAFC M23 appuyé par le Rwanda pour intoxiquer la masse et la communauté internationale. Voilà, Monsieur le Gouverneur, avant qu'on ne prenne les questions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les efforts pour la restauration de l'autorité de l'État, parce qu'il vous souviendra qu'au niveau du gouvernement, autour de la Première ministre Judith Suminwa, nous avons travaillé pour que toutes les composantes, notamment la composante judiciaire que vous avez mentionnée, puisse être de retour et commencer à travailler, et parce qu'il faut préparer les retours de ceux de nos compatriotes qui sont déplacés au Burundi. Oui, oui. Merci. D'abord, il faut remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit le gouvernement central afin que ce gouvernement puisse nous appuyer sur le terrain. À l'heure qu'il est, les institutions sont de retour. Nous avons eu de moyens qui nous ont permis de remettre en place les mécanismes institutionnels avec l'appui du ministère de la Justice. Je dois dire que le parquet militaire et le parquet civil sont déjà opérationnels et les institutions sont en train de s'installer progressivement. Nous devons dire que l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont déjà opérationnels à Uvira. À part ça, nous pouvons ajouter le fait que, au niveau de la province du Sud Kivu, nous avons créé un certain nombre de mécanismes pour renforcer l'autorité de l'État, notamment nous avons créé un cadre permanent de concertation pour la gestion de la crise sécuritaire au Sud Kivu. Et ce cadre permanent est constitué des volontaires pour la défense de la patrie, des membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les FRDC, les services aux frontières. Nous avons aussi la Fédération des entrepreneurs du Congo, les organisations des femmes, des jeunes et des droits de l'homme. Nous avons toutes les forces vives qui se retrouvent dans ce cadre permanent de concertation, qui se tient une fois toutes les 2 semaines. Et l'idée est vraiment de discuter des différents défis auxquels la province est confrontée et la manière dont nous allons les aborder. À part ça, nous avons créé un système qu'on appelle les Nyumbakumi, c'est-à-dire les chefs des 10 maisons. C'est-à-dire il s'agit de cadres de base, c'est-à-dire les chefs d'avenue, les chefs de quartier et le chef des 10 maisons, en ce compris les bourgmestres, les administrateurs du territoire, mais aussi les maires de toutes les villes, les 4 villes. Eh bien, nous sommes en train de travailler en synergie pour essayer de trouver des solutions, notamment dans le cadre de la cohésion intercommunautaire. Nous sommes en train de sensibiliser pour la paix, la sécurité, la stabilité. Il y a aussi la question des déplacés et des réfugiés. Comme vous le savez, au pic de la crise, lorsque l'AFC M23 progressait de Kamanyola vers Uvira, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté tout simplement que du fait qu'ils commettaient des graves violations des droits de l'homme, c'est-à-dire des massacres, des tueries, des enlèvements, des tortures, des cas de viol, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont fui. Ceux qui en ont eu l'opportunité, ils ont quitté Sange, Uvira, Kamanyola, Luberizi, et ainsi de suite. Nous en sommes arrivés à 1 200 000 personnes déplacées. C'est-à-dire les déplacés de guerre aujourd'hui, nous sommes environ 1 200 000 personnes.
tandis que les réfugiés sont à peu près 800 000 dans les camps en Tanzanie et à part la Tanzanie, il y a aussi le Burundi. Donc voilà un peu par rapport à cette question des réfugiés. Nous avons travaillé d'abord avec le génie militaire, les FARDC, et là pour essayer de faire le balisage complet des zones de retour, des déplacés, des réfugiés. Nous avons travaillé avec les autorités burundaises, le haut-commissaire aux réfugiés, et à l'heure qu'il est, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de revenir. Mais pour que tous ces compatriotes puissent rentrer, nous avons d'abord checké les mines antipersonnelles qui auraient été placées ici et là. Et lorsque le processus de déminage a eu lieu, nous avons commencé maintenant à monter des mécanismes avec la communauté internationale. C'est comme ça qu'à partir du 4 de ce mois, nous aurons une commission tripartite qui réunira le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, le Burundi, mais aussi la RDC. Ça se passera à Kalemi. Nous allons vraiment fixer un calendrier, fixer toutes les modalités de retour de nos personnes se trouvant dans des camps des réfugiés, que ce soit à Busuma au Burundi, que ce soit à Uyigi, que ce soit à Chibitoke au Burundi, mais aussi ceux qui sont en Tanzanie pour qu'ils puissent rentrer rapidement. Donc les écoles ont repris, les marchés ont repris, les centres de santé ont repris leurs activités. Et nous disons merci au gouvernement qui, à maintes reprises, nous a apporté de l'appui pour les personnes déplacées venant de Kinshasa. On aura évidemment l'occasion de revenir. On va commencer la série des questions avec Amédée Moirabou, qui sera suivi de Patrick Lacoué et de M. Liévin Luzolo. Amédée Moirabou, pour les comptes de finances et entreprises. En tout cas, je ne pouvais que commencer par cette question. Et je l'adresse aussi bien à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, et à Monsieur le gouverneur. On entend de plus en plus parler des retraits, des éléments de l'armée rwandaise et des supplétifs FCM 23. Vous n'en avez pas du tout fait allusion dans votre mot, Monsieur le gouverneur. Alors la question, c'est que vous qui connaissez un peu la région, est-ce que pensez-vous que la population de l'Est peut croire à ces retraits? Est-ce que pensez-vous que ces retraits constituent une mesure de confiance dans le cadre du processus de paix? Donc j'adresse cette question aussi bien à Monsieur le ministre qu'à Monsieur le gouverneur. Merci. Bon, écoutez, sur cette question de retrait, il faut la remettre dans son contexte. Vous avez tous suivi, le 2 mars 2026, le gouvernement américain prendre des sanctions contre 4 hauts officiers rwandais et sur l'armée rwandaise. Conséquence de leurs activités, notamment à Uvira, qui ont mis à mal l'accord du 4 décembre 2025. Les Américains qui, dans leur rôle de médiation, avaient évidemment pris le soin de préciser qu'ils prendraient des mesures qui permettent à ce que les engagements pris devant le président Trump puissent être respectés par les parties. Il y a eu, il y a quelques jours, à Washington, des discussions dans les cadres des mécanismes de suivi prévus par l'accord. J'espère que régulièrement ou constamment, vous faisiez référence à ces documents parce que tout y est. Et donc, il y a eu des réunions, notamment de la GOC, les comités conjoints de coordination, du suivi de l'accord, où on a passé en revue la situation générale et où il y a besoin de relancer justement les activités prévues par les uns et les autres qui permettent de parvenir à notre objectif qui est le retrait total de troupes rwandaises et de tout ce qui va avec. Alors, ce que nous observons, ce que vous avez observé comme activité, s'inscrivait donc dans ces cadres. Évidemment, je ne pourrais pas vous donner davantage d'éléments parce qu'il faut que je me réfère à l'armée pour être en mesure de nous assurer que les mouvements
qui sont effectués sont effectivement de mouvements de retrait. Les éléments, certains éléments qui nous parviennent montrent que cela n'est pas encore le cas, que ce sont des repositionnements, des redéploiements. On pourra évidemment discuter avec l'ARB pour avoir des précisions sur les zones qui étaient concernées, qui étaient intéressées. Et dans la foulée, nous, dans les cadres justement de l'accord autour du CONOPS, il est prévu que nous puissions procéder à la sensibilisation et à la reddition des FDLR, qui sont, je rappelle, rwandais. Leur place, c'est au Rwanda, pas en République démocratique du Congo. Et donc, voilà plus ou moins la nature des activités que vous avez vues sur le terrain, dont on a entendu parler, et pour lequel nous devons, nous, avec nos militaires, être en mesure de confirmer pleinement s'il s'agissait des retraits ou pas. En tout cas, ce n'est pas ce que nous entendons pour le moment. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pour ce qui nous concerne, dans le cadre de nos engagements, notamment sur la question des FDLR, nous sommes bien évidemment en train de faire notre part pour que ce qui est prévu à Washington puisse donner les résultats escomptés. Et les zones qui étaient concernées, je pense qu'elles étaient pour la plupart dans la province du Nord Kivu. Je ne sais pas si les gouverneurs ont l'un ou l'autre élément, mais sinon on peut passer à la prochaine question. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Au fait, il faut dire ici que le gouvernement rwandais et leurs supplétifs de l'AFC-M23 ne veulent pas quitter. S'il n'y a pas la contrainte, qu'elle soit diplomatique, politique ou militaire, ces gens ne vont jamais quitter. Et cela, nous sommes en train de le comprendre parce que les accords de Doha et de Washington avaient suggéré les endroits où ces gens devaient se retirer. Et donc, on a parlé de sur les hauteurs, hein, c'est-à-dire dans la zone du haut plateau, ils devaient se retirer jusqu'à Kaziba, c'est-à-dire à 75 km. Et dans la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire la RN5, la route nationale Bukavu-Uvira, ils devaient se retirer jusqu'à environ 65 km, notamment à Kamanyola. Mais voilà qu'ils se sont retirés seulement à Lemera, c'est-à-dire à 15 km sur les hauteurs, et sur la route nationale numéro 5, ils se sont retirés à 30 km, c'est-à-dire à Sangé. Concrètement, ces gens ne veulent pas partir. Et où est l'enjeu par rapport à ça? L'enjeu, et là nous l'avons compris, lorsque nous avons été installés comme gouverneur de province au mois de mai 2024, l'enjeu c'est que l'Est du Congo, la province du Sud Kivu particulièrement, ce sont des provinces très riches, qui détiennent des richesses incroyables. Rapidement, je voulais juste vous dire que nous avons mené des recherches et des investigations dans le cadre des mémoires de nos étudiants, et la recherche avait montré que la province du Sud Kivu est aussi riche, 14 fois plus riche que le Grand Katanga réuni, en termes de minéraux stratégiques. C'est-à-dire, il y a 30% des minéraux déjà exploités en cours d'exploitation, c'est-à-dire la cassitérite, le coltan, l'or et le wolframite. On a déjà exploité au Sud Kivu seulement 30%. Et donc, il reste encore 70%. Maintenant, à côté de ça, il y a des minéraux confirmés, certifiés échantillons à l'appui. Ce sont des minéraux stratégiques jamais exploités. Ça, c'est le lithium, le cobalt, le cuivre, le manganèse. Nous pouvons aussi citer le pétrole, le gaz méthane, le tungstène, la titane, ainsi de suite. Ces minéraux ne sont pas encore exploités. Lorsque nous avons compris ça, je crois que vous avez suivi qu'au mois le 18 juillet 2024, nous avons fermé toute activité minière sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Et nous avons convoqué toutes ces entreprises qui exploitent illégalement. Qu'est-ce que nous avons constaté? 1750 entreprises minières à capitaux chinois exploitant nos minéraux dans le territoire de Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, mais aussi à Fizi. Et ces 1750 entreprises n'ont ni bureau au Sud Kivu, ils n'ont pas de carte de permis de travail, permis d'exploitation, permis de recherche. Mais ils sont là depuis 15, 17 ans, 20 ans en train d'exploiter. Et le minimum que chaque entreprise exploite, pour l'or en tout cas, c'est 650 kilos d'or le mois. Si vous calculez qu'un kilo d'or aujourd'hui sur le marché mondial, sur la London Metal Exchange, c'est quand même 160 000 $ américains le kilo. Et donc voilà un peu toutes ces entreprises opérées à partir du Rwanda.
Et donc, par la corruption, ils ont acheté tout le monde et donc, voilà un peu. Donc, l'enjeu est majeur. Et lorsque nous avons fait des enquêtes, nous avons constaté que la province du Sud Kivu n'avait jamais, depuis 60 jusqu'à ce que nous venions, c'est-à-dire en 2024, la province n'avait jamais produit plus de 400 000 $ américains le mois en dépit de ses richesses.